Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier dont le thème est intégrer efficacement l'IA générative dans l'entreprise. Je vais commencer par me présenter. Donc je suis Didier Gauthier, je suis directeur du pôle intelligence artificielle de Business et Décision, filiale d'Orange pour la France. Et je suis directeur pédagogique de l'école de la data et de l'IA de Orange Business. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors d'abord, nous présenter un petit peu. Le pôle data science et intelligence artificielle de Business et Décision regroupe aujourd'hui 130 personnes qui sont des data scientists, des data engineers, quelques data analystes et évidemment des chefs de projet. Nous avons réalisé plus de 150 projets IA sur les 2 dernières années et nous utilisons des technologies extrêmement répandues comme DataIQ, Python, Microsoft OpenAI, évidemment Google, AWS et NIME. Alors, l'IA générative dans l'entreprise, pourquoi est-ce que ça va complètement changer les choses? En fait, si on regarde les différentes technologies qui sont apparues récemment, comme le métavers, l'informatique quantique, en fait, si on regarde le fait que ce sont des technologies disruptives, qu'on regarde également leur adoption, qu'on regarde également leur accessibilité, en fait, on se rend compte que le métavers, finalement, a été très peu adopté. Son accessibilité est quand même limitée puisque ça nécessite un casque de réalité virtuelle. L'informatique quantique, aujourd'hui, n'est pas du tout déployée, ou quasiment pas, en entreprise. Par contre, l'IA générative, elle, coche toutes les cases. Et donc, c'est ce qui différencie cette disruption de marché par rapport à d'autres technologies que l'on a vu apparaître récemment. Alors, quand on regarde effectivement un petit peu plus en détail comment nos clients abordent ce domaine de l'IA générative, en fait, ils ont globalement envie d'y aller, mais il y a aussi une certaine peur ou crainte, je dirais, de mal faire ou de mettre, d'exposer des données confidentielles de l'entreprise qui pourraient poser des problèmes de sécurité, des problèmes d'éthique. Il y a même des considérations donc d'écologie qui rentrent en ligne de compte. Alors, évidemment, l'IA générative, c'est quelque chose qui va fortement changer la donne au niveau numérique, au niveau technologique, parce qu'elle va changer la façon dont nous interagissons avec le monde numérique. C'est une innovation technologique dans le sens où elle conjugue plusieurs modes d'apprentissage qui étaient jusqu'ici utilisés séparément dans les IA. C'est-à-dire que on a jusqu'ici fait énormément d'IA, mais ces IA, en fait, utilisent un et au maximum 2 modes d'apprentissage, alors que l'IA générative combine les 4 modes d'apprentissage. Et donc, on peut tout à fait affirmer qu'au fur et à mesure où l'IA générative va progresser, eh bien, elle va remodeler le paysage numérique. Alors, il y a évidemment beaucoup de cas d'usage et des cas d'usage qui sont disponibles, qui sont possibles dès à présent, comme le traitement général du langage, la synthèse de texte multilingue, la comparaison de contrats, l'amélioration de contenu, la génération de matériel promotionnel marketing, par exemple, des fiches produits, et des descriptions de produits que l'on va pouvoir intégrer dans des PIM, c'est-à-dire dans des systèmes de gestion de contenu de produits. Il y a également des applications que l'on va pouvoir très prochainement
mettre en place grâce à l'IA générative, y compris dans un cadre B2B pour l'entreprise, la réponse automatisée aux questions, ce qui va nous conduire vers des chatbots enfin intelligents pour les clients, pour les salariés, ce qui va également nous donner lieu à des assistants virtuels, mais également la création de contenu visuel, la création d'avatars, l'écriture de code source dans différents langages de programmation et la fabrication de sites web. Donc on voit bien tout de suite que l'IA générative va fortement impacter les métiers de l'entreprise, à peu près dans tous les secteurs d'activité. Alors, beaucoup d'entre vous ont déjà essayé, par exemple, ChatGPT, Bing ou Google Bard, qui sont fondamentalement, à l'heure actuelle, des applications B2C. Il est tout à fait légitime de se poser la question de est-ce qu'on peut utiliser ces applications-là en entreprise? Alors, très vite, on va voir que la réponse est non, parce que se pose un problème de confidentialité des données qui sont soumis à ces moteurs, et notamment, vous n'avez pas du tout la garantie avec ces moteurs que ce que vous allez injecter dans ces moteurs comme information ne peut pas être réutilisé par un autre utilisateur qui potentiellement peut être un de vos concurrents. Alors, l'offre, on peut la segmenter aujourd'hui en 3 catégories. Les outils que je viens de citer, qui sont principalement des outils B2C, utilisables par tout le monde, accessibles extrêmement facilement, voire même gratuits, donc effectivement sans garantie de sécurité. On a également des outils B2B qui vont être mis à disposition essentiellement aujourd'hui par Microsoft et Google pour améliorer la productivité. Donc ça va être Copilot et Workspace par exemple. Et on voit arriver sur le marché tout un tas d'outils qui vont pouvoir être utilisés en entreprise avec des modes de fonctionnement différents et des garanties qui peuvent être évidemment différentes sur la confidentialité, mais qui vont pouvoir être mis à disposition des utilisateurs professionnels avec toutefois un passage obligé par le département informatique qui va devoir effectivement intégrer ces technologies-là dans l'univers de l'entreprise, que ce soit directement par le département informatique ou par l'intermédiaire de prestataires de services qu'on appelle des entreprises de services du numérique. Alors, effectivement, ces outils sont très différents les uns des autres, puisque vous avez donc par exemple Microsoft Azure OpenAI qui propose déjà tous les modèles d'OpenAI pratiquement, c'est-à-dire ChatGPT et DALL-E. Ceci étant, ces outils sont proposés dans un mode qui est différent du mode grand public, à savoir qu'il y a derrière la garantie Azure, que les données que vous allez mettre dans ces outils-là ne vont pas servir au réentraînement d'outils et vont rester confidentiels dans votre périmètre Azure. Vous avez évidemment Palm 2 de Google, vous avez également Llama 2 de Meta, donc Facebook, qui est maintenant depuis peu disponible en mode open source. Vous avez Amazon Bedrock qui propose également des outils. Et puis, vous avez des acteurs un petit peu plus petits comme Aleph Alpha, Lighton et Hugging Face, qui proposent soit des modèles donc en open source, soit des modèles propriétaires, mais qui restent au sein de la de la communauté européenne, et donc qui sont potentiellement des outils souverains.
Donc on va voir effectivement qu'on peut utiliser ces différents outils et comment on peut effectivement implémenter ces outils-là en entreprise. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'IA générative, il y a des enjeux, mais il y a aussi des risques et des défis. On en a déjà cité quelques-uns. Donc, le premier, c'est la confidentialité des données, qui est évidemment un problème majeur en entreprise. C'est également le fait d'avoir des données d'entraînement qui peuvent être obsolètes ou fausses. Donc, là, effectivement, le contrôle sur les données d'entraînement peut être un élément déterminant. Le fait qu'un outil d'IA générative peut donner lieu soit à des hallucinations, soit des biais, les biais étant notamment créés par la personnalisation qu'on va donner à l'outil via l'apprentissage par renforcement. Alors, au-delà de ces premiers enjeux, de ces premiers risques, il y a également des enjeux de propriété intellectuelle, notamment sur les données qui ont servi à l'entraînement, des enjeux de consommation d'énergie, et qui dit consommation d'énergie dit coût pour l'apprentissage. Alors, autant sur les modèles des GAFAM, par exemple Azure, Amazon ou Google, ces coûts sont pris en charge par les GAFAM, autant quand on va utiliser des modèles open source, on va avoir ces coûts d'entraînement, d'apprentissage, qui vont être répercutés sur l'entreprise. Alors, il faut bien comprendre que ces modèles-là sont très consommateurs d'énergie uniquement lors de l'apprentissage. Alors, il y a plusieurs types d'apprentissage, évidemment. On va pouvoir trouver les apprentissages, je dirais, initiaux du modèle, et puis les apprentissages faits par transfer learning, qui vont venir compléter, spécialiser, si vous voulez, l'IA générative, et le fonctionnement des IA génératives pour une utilisation bien précise. On peut aussi parler de la complexité de ces modèles, parfois même de manque de transparence, de responsabilité juridique, parce que, évidemment, contrairement aux chatbots, par exemple, qu'on a pu faire dans les anciennes générations, qui étaient très très limités, là, le scope des réponses possibles par une IA générative est beaucoup plus grand. Et puis enfin, la réglementation qui doit être prise en compte, puisque au sein de l'Union européenne, on a l'IA Act qui intervient. Ceci étant, ces outils ont une très très grande perspective d'avenir, puisqu'ils vont pouvoir complètement remodeler la conception assistée par ordinateur, puisqu'ils vont pouvoir aider, grâce à des commandes vocales ou des commandes textuelles, l'objet qu'on va vouloir créer. Ils vont contribuer au développement de scénarios pour les films et peut-être encore plus pour les jeux vidéo. Et ils vont également complètement permettre d'automatiser des présentations et des animations. À partir de quelques idées clés, on va pouvoir générer, par exemple, des présentations, des animations avec des outils comme par exemple Microsoft PowerPoint. Nous allons pouvoir voir la génération automatique de contrats. Donc là, effectivement, avec une gamme de possibilités bien plus importante que celle aujourd'hui. On va pouvoir faire de la synthèse moléculaire, donc ça veut dire que ça va ouvrir la porte au développement de médicaments ou de molécules qui ne sont pas connues aujourd'hui. On va pouvoir, et c'est déjà un petit peu le cas, générer des vidéos à partir d'idées, de scénarios ou de textes assez facilement. Aujourd'hui, Midjourney propose déjà cette fonction-là, qui est un petit peu basique, mais on va voir se généraliser des possibilités de génération de vidéos. Et surtout, je crois que c'est peut-être le plus important, on va pouvoir générer du contenu didactique. Il faut savoir que tous les organismes de formation, et je suis bien placé pour le dire, puisque
j'anime notamment une grande partie de l'école de la data et de l'IA. La création de contenu pédagogique est quelque chose qui prend énormément de temps et avec ces outils, on va pouvoir être beaucoup plus productif dans la génération de contenu pédagogique. Alors, on va en venir maintenant au sujet principal, qui est comment faire pour déployer l'IA générative dans l'entreprise. Pour ça, la démarche, en fait, peut être faite en 4 grandes étapes, pour laquelle d'ailleurs nous avons développé des offres qui sont en orange sur le transparent, mais au-delà de ces offres, c'est le principe qu'il faut retenir. La première chose, c'est de faire de l'acculturation. Donc, faire de l'acculturation, ça veut dire faire des conférences, faire des formations, faire des ateliers interactifs avec tous les membres de l'entreprise, mais en particulier en commençant par, évidemment, le COMEX, le comité de direction, pour expliquer ce qu'est l'IA générative, ce qu'elle peut faire, comment elle peut s'utiliser dans l'entreprise, et aussi ce qu'elle ne peut pas faire, ou quels en sont les risques et les limites. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement. Ça peut aller d'une demi-journée à quelques demi-journées d'acculturation, et c'est possible de prendre des prestations, par exemple, auprès des ESN, comme Business et Décision, Orange Business, pour faire ce travail. Ensuite, il faut passer à l'étape idéation, c'est-à-dire atelier avec les métiers pour les aider à imaginer comment ils vont utiliser l'IA générative. Ça passe par l'identification, mais aussi la priorisation des cas d'usage qu'on va utiliser. Par exemple, générer des contenus pour le marketing, c'est-à-dire à partir d'une description de produit assez basique, en faire une fiche produit attractive qui va permettre de réaliser, par exemple, une page web pour présenter le produit au client. Ça peut aller aussi dans un PIM, par exemple. On a déjà de nombreux clients qui nous ont fait des demandes pour mettre en place des IA génératives pour générer du contenu marketing. Ça peut même aller effectivement jusqu'à générer le contenu d'une page web, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'AI thinking. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Un atelier d'une demi-journée, une journée, peut suffire à faire cette phase. Ensuite, il faut démarrer un projet. Alors, démarrer un projet, ça veut dire déjà définir un fournisseur d'IA générative. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait de nombreuses offres disponibles sur le marché. Le plus simple, c'est de commencer avec une offre qui est complète et facilement intégrable dans les outils de l'entreprise, comme par exemple Microsoft Azure ou éventuellement Google. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est surtout de ne pas mettre à disposition ChatGPT, c'est-à-dire la solution grand public d'OpenAI, auprès des utilisateurs de l'entreprise, parce que là, vous n'avez aucune garantie de sécurité. Donc, c'est très important, on ne demande pas forcément d'interdire l'utilisation de ChatGPT en entreprise, mais de bien préciser, de bien former les utilisateurs sur le fait qu'ils ne doivent pas mettre dans ChatGPT des informations confidentielles. C'est déjà arrivé dans le passé que certaines entreprises, par exemple Samsung, avaient surpris des utilisateurs en train de mettre des codes un peu confidentiels de développement sur ChatGPT, codes qui se sont retrouvés ensuite à la concurrence. Donc, si on ne peut pas utiliser ChatGPT, ça n'impose pas de ne pas utiliser GPT
les offres de OpenAI. Par contre, il faut les utiliser via une solution Azure. Alors, une solution Azure, ça a comme inconvénient, bien entendu, que il faut passer par l'IT pour le mettre en place, ou bien, plus facilement peut-être, passer par un prestataire comme une entreprise de services du numérique. Nous-mêmes, nous avons développé des applications Azure qui permettent de simplifier l'accès à OpenAI, à GPT ou DALL-E via Azure, tout en ayant tout le niveau de protection qui permet effectivement d'utiliser dans de bonnes conditions un équivalent de ChatGPT, mais qui est en fait GPT avec une couche d'interaction, mais qui est en fait tout à fait équivalent à ChatGPT 3.5 ou GPT-4 ou ultérieur, mais en passant par Azure. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place. Alors, on peut le faire en plusieurs étapes, hein. La première étape, c'est une étape qu'on appelle une étape zéro shot, c'est-à-dire mettre l'outil à disposition des utilisateurs, on va dire en guillemets brut de fonderie. La deuxième étape, ça va être de mettre en place des use cases avec des applications qui vont être préprogrammées pour les utilisateurs en utilisant ces différents outils. Et donc là, c'est tout à fait faisable via, par exemple, Microsoft Azure. Il y a éventuellement la possibilité, mais plus complexe, d'utiliser des outils open source, donc qu'on va aller chercher chez Hugging Face ou chez Meta, pour développer ses propres outils d'IA générative. Mais là, évidemment, on va dire que c'est plus long, ça nécessite des ressources à la fois hardware et des ressources de développement, et je dirais que ce n'est pas forcément la façon la plus rapide de commencer, mais ça reste tout à fait possible. D'ailleurs, dans ce cas, nous avons développé une méthode qui nous permet de réaliser des POC sur différents outils du marché. Et dernier point qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est évidemment l'accompagnement au changement qui doit être fait, puisque, alors, l'idée, c'est pas que l'IA générative va remplacer des gens, ça c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter, surtout que ce qui va être généré par l'IA générative nécessite des vérifications humaines. Par contre, elle va remplacer des tâches. Et donc, les tâches que l'IA générative va remplacer, bah, ça va impliquer des changements métiers, et donc il faut accompagner ces changements métiers, c'est quelque chose d'important. Alors, on arrive déjà à la conclusion de cette présentation, et voilà les grandes étapes importantes à suivre pour comment bien démarrer en entreprise sur l'IA générative, nos conseils. Le premier conseil, c'est se faire accompagner par une ESN. En effet, ces technologies sont extrêmement nouvelles, elles sont disruptives, elles sont très évolutives, c'est-à-dire qu'elles évoluent extrêmement rapidement, et donc seule une ESN va être capable de vous donner les bons conseils pour démarrer vraiment rapidement sur l'utilisation et l'implémentation de l'IA générative, que ce soit dans un cadre général ou que ce soit dans le cadre de certains use cases bien particuliers. Toujours commencer par acculturer le COMEX et ensuite les autres membres de l'entreprise, les décisions devant venir du COMEX. Le plus simple est de démarrer avec un acteur qui a une offre simple d'accès, comme par exemple Microsoft Azure. Toujours utiliser une offre B2B et pas une offre B2C, comme ChatGPT, je ne le répéterai jamais assez, parce que les risques sur un ChatGPT sont beaucoup trop grands par rapport aux bénéfices, alors que sur une offre B2B, les risques sont extrêmement limités, et donc vous pouvez démarrer en toute confiance. Commencez par proposer ce qu'on appelle un mode zéro shot sécurisé, c'est-à-dire
on met à disposition le moteur, le chatbot IA générative directement aux utilisateurs sans spécialisation particulière, ce qui va permettre aux utilisateurs de commencer à utiliser l'IA générative dans de bonnes conditions et de se familiariser avec la façon dont ça répond, dont ça fonctionne, mais aussi les familiariser avec, on va dire, les caractéristiques, les risques, les enjeux par rapport à ces solutions. Former les utilisateurs et ensuite proposer le développement de prototypes qui sont adaptés aux use cases des métiers que l'on aura définis dans la phase d'idéation préalable et proposer dans ce cas-là plusieurs développements, chaque développement étant adapté à chacun des use cases, toujours dans un environnement bien entendu sécurisé. Voilà, donc vous pouvez retrouver beaucoup de ces éléments et sur l'IA en général dans nos livres blancs et notamment la collection IA des livres blancs de business et décision que vous trouverez sur notre blog à l'adresse fr.blog.businessdecision.com ou tout simplement blog.businessdecision.com. Et vous pouvez télécharger ces livres blancs comme celui qui explique les modes d'apprentissage d'une IA qui sont utilisés notamment dans l'IA générative. Voilà pour cette conférence. Donc, il me reste à vous remercier vivement pour votre attention. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Donc, j'espère en tout cas, soit sur des webinaires, soit sur d'autres conférences.